vendu comme à tout le monde. Mais si t'as envie, deviens développeur. Et pour moi, c'est ça, être freelance, c'est vivre avec ses convictions. Et je trouve que c'est un beau projet. Tu vas t'imposer, advocate, tu vas évangéliser sur cette techno. Et bonjour à tous, bienvenue dans La Cave, le podcast dédié à découvrir les métiers et projets qui transforment le monde de la tech. Moi c'est Pascal Maria et aujourd'hui on reçoit Raphaël Moreau, un freelance qui a choisi de mettre ses compétences au service de l'open source. Prépare-toi parce que dans cet épisode, tu vas découvrir son parcours, comprendre comment il a été amené à contribuer activement à des projets open source. Nous aborderons aussi ses motivations, les défis qu'il a dû relever, ainsi que ses conseils pour s'épanouir dans une carrière de freelance. Si le format te plaît, prends 1 minute pour liker et partager cet épisode. Cela aidera à donner un petit coup de boost aux algorithmes des plateformes. Alors si t'es prêt, prends un café, va faire tes 10 000 pas ou ton sport préféré, installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par ce deuxième épisode de La Cave. Allez, c'est parti. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'accueille Raphaël Moreau. Est-ce que tu peux te présenter et aux auditeurs qui te connaissent pas? Donc je pense qu'il y en a très peu, mais on va on va voir quand même. Et qu'est-ce que tu fais? Oui, salut. Alors du coup, c'est bon, on peut déjà reprendre. Vas-y, me reprends, c'est pas grave. Raphaël, je suis développeur, principalement autour de Node, React, et plutôt actif dans la communauté open source. Trop bien. C'est quoi un peu ton cursus et comment t'as commencé un peu dans l'informatique? Ah, mon cursus. Je sais pas si au début j'étais destiné vraiment pour aller dans l'informatique, parce qu'après le bac j'ai vite arrêté mes études parce que j'avais besoin de travailler. Et Besoin d'argent, besoin d'argent. Et quelques années après, je suis reparti en alternance, pas pour faire du dev, mais pour faire du système et réseau. Okay. C'était vers 2010, parce qu'à l'époque, le dev c'était un peu mort en France. Donc j'ai fait des études système et réseau, et après 6 ans, j'ai décidé que le dev c'était mon futur. Parce que je passais plus de temps à coder des petits scripts en Python ou en PowerShell, et j'ai décidé de reprendre mes études. Pour repasser un bac+4 en développement. Je suis resté 1 an. Et après, je suis parti et je me suis fait directement embaucher par Cdiscount. Trop bien. Donc, t'as commencé chez Cdiscount et je pense que c'est à ce moment-là que tu as fait ta transition vers le freelancing. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus là-dessus? Ouais. Alors, après quelques années à Cdiscount, j'avais d'autres projets, des petits projets de start-up, une appli avec des potes. Et comme j'ai pas pu m'absenter de mon travail à Cdiscount, il me manquait quelques mois pour pouvoir prendre un congé sabbatique. J'ai décidé de démissionner pour partir directement sur cette idée, sur ce projet. Je suis parti sans rien. Et du coup, le seul moyen de continuer à gagner de l'argent, c'était de passer freelance. Et ça me trottait dans la tête depuis un moment, principalement parce que j'aime être libre. Libre. Freelance, pour moi, c'est être libre. Exactement. Libre, bah oui. Et du coup, c'est quoi qui te plaît dans ce mode de fonctionnement? Parce que tu dis que c'est libre, mais en fait, tu travailles toujours pour un client en général, et puis tu as toujours à rendre des comptes? En général, ça dépend des missions. Alors, je pense qu'il y a autant d'expérience qu'il y a de freelance. Pour mon cas, un client m'appelle la diva par rapport à ce que j'accepte ou pas de faire. C'est un risque. Effectivement, ça m'arrive souvent, régulièrement, on va dire, de dire non. Et quand c'est non, c'est non. Et j'ai pas peur non plus qu'ils soient vexés ou qu'ils me redonnent plus de travail ou qu'ils me disent dégage. Après tout, ça ferait partie du jeu. Ouais. Mais pour moi, c'est ça, être freelance, c'est vivre avec ses convictions. Il y a plein de projets qui m'ont été proposés et que je trouve pas intéressants, et du coup
on a de la chance d'avoir. Il y a quand même un marché assez dynamique, même si en ce moment il prend un petit creux, mais si on pense au global monde, c'est assez dynamique et donc on a la chance de pouvoir choisir. Choisir, exact. Du coup, je choisis. Mais il dit diva, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a il te demande de faire une feature et toi tu lui dis non? Alors les features, c'est autre chose. Quand je m'engage sur un projet, je suis pas juste là pour coder. Okay. C'est souvent des projets qui partent de zéro que je fais, donc de l'aide à la startup. Là, mon client actuel que je suis depuis 2 ans, clairement, il monte un nouveau projet. Donc ça s'est monté depuis zéro. Et je participe aussi à l'élaboration des features par rapport à l'expérience que je peux avoir à droite à gauche. Donc ouais, il y a des features où je vais lui dire clairement non, ça se fait pas comme ça par rapport aux concurrents ou. Donc c'est ou à la mode. techniquement, tu lui dis, tu l'orientes, tu l'aides à. Ouais, je l'oriente, je l'aide. Toi, en fait, les missions que tu prends, c'est beaucoup des startups qui se créent dans les early stage. Ce ne sont pas des gros clients. Des très gros clients avec une grosse équipe de dev et toi t'es là en fait pour renforcer les équipes. C'est pas le genre de choses qui te motive. Alors j'ai arrêté ça. Okay. Parce qu'effectivement, j'étais revenu plusieurs fois à Cdiscount ou dans des filiales pour intégrer des équipes, notamment plus sur de l'expertise seniorité que du lead, parce que du coup, aujourd'hui le lead, c'est passer sa vie en réunion ou sur des Excel et moi c'est clairement pas mon truc. Je préfère l'aspect lead. On aide des gens. À développer ses compétences où on est là pour essayer d'apporter de l'expérience sur d'autres projets pour aider une équipe plutôt que passer sa vie en réunion. Donc non, je fais plus trop de grandes entreprises. Okay. C'est vrai que les petits clients, les PME sont intéressantes parce qu'en fait on est libre. Des technos, parce qu'en général ils savent pas et ils s'en foutent. Honnêtement, et donc on peut clairement utiliser des choses récentes, notamment moi j'adore Remix. J'ai cassé les pieds à tout le monde avec ça. Là j'étais libre de l'utiliser depuis le début sans me soucier d'un existant logiciel ou autre. Donc c'est aussi cool les petits clients et ça paye tout autant. Ça paye tout, okay. Ouais, ça paye tout autant. Mais est-ce que tu trouves pas ça un peu risqué de implémenter ou de mettre en place des nouvelles technologies ou que personne ne connaît ou très peu? Est-ce qu'il y a une phase d'apprentissage qui est peut-être un peu plus compliquée pour des personnes? S'il y a des gens, tu vois, qui sont un peu réfractaires dans l'entreprise, dans une petite PME, est-ce que ça pose pas problème, ce genre de choses? Alors en général, en tout cas pour les projets que j'ai eus, il y avait pas de développeurs. Okay. C'est-à-dire que ce qu'ils achètent à travers ce que je propose, c'est du développement externalisé. En fait, ils veulent un produit sur mesure et ils achètent la compétence, entre guillemets. Donc la techno, elle a quand même une importance. T'as raison. Quand je choisis, si je prends l'exemple de Remix, je sais pas, c'était un sixième sens. Je savais que ça aurait un futur. Vu que c'était basé sur les standards du web, qu'il y avait rien de propriétaire entre guillemets comme il peut y avoir dans d'autres concurrents comme Next.js, où le code peut parfois être très dépendant de la plateforme sur laquelle il est déployé. Okay. Là, on était vraiment sur un truc qui marche partout. Okay. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là dès le début. Après, t'as raison. J'irai pas non plus prendre un dernier truc qui est sorti ou un nouveau framework comme si on doit en citer Solid.js ou HTMX, des trucs qu'on voit un peu en trending sur X ou d'autres réseaux. Il y a quand même un réseau. Ouais, faut pas non plus être un foufou parce qu'après c'est toi qui maintiens le truc. Exactement. Quoi. Ok. Trop bien. Trop bien. Donc du coup, si on repart un peu dans le freelancing, quels ont été les premiers défis que tu as rencontrés? Le premier, ça a été surtout de l'administratif. Oui. Tu démarres, c'est assez facile d'ouvrir un statut. Donc moi, je suis en micro-entreprise parce que j'ai
pas vocation à me développer à plus que moi tout seul. Et les conditions me vont très bien avec le style de vie que je voulais. Et donc ça a été l'administratif, les petits à côté. Donc les petits à côté, c'est prendre une responsabilité civile pro en cas de souci, hein, un delete sur une base de Delete en données prod. sans un filtreware. Ouais, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse payer pour toi au niveau assurance. Ouais, ça c'est un peu au début c'est un peu chiant. Savoir je vais récolter la TVA ou pas, comment j'applique ça. C'est un peu chiant, mais il existe des outils pour gérer ça. Il y a des services pour tout de toute façon aujourd'hui. Donc c'est le côté, ça a été l'administratif un peu chiant et la peur de pas trouver de clients parce que c'est vrai qu'on se lance et c'est en mode, moi j'y vais toujours en mode YOLO, je me lance et on verra. Et on verra. On verra. Très bon mindset. Très bon mindset. Moi, je fais pareil. Ok, trop bien. Donc toi, en fait, dans la partie freelancing, tu as décidé de t'orienter vers les projets open source. Est-ce que tu as des projets où tu contribues actuellement? Oui, je me suis mis à faire de l'open source pour résoudre des problèmes que j'avais avec des outils que j'utilisais et De quel genre les problèmes que tu avais? des petits bugs sur des cas particuliers d'utilisation. J'ai rien de précis en tête, mais parfois on utilise une lib, un truc, et dans notre cas, il y a un petit bug, on ouvre un ticket et on sent bien que le gars qui est derrière, c'est un gars comme nous. Il est sûrement aussi passionné de ce qu'il fait. Il maintient sa petite lib, mais parfois il a pas le temps. Il a pas le temps. Et c'est un peu comme en entreprise, comme quand on était à Cdiscount, parfois le meilleur moyen d'avoir ton truc, c'est de faire une PR, Oui. une pull request, et de dire bah vas-y, regarde. Donc ça a commencé comme ça. Pour mon cas, ça a été sur une lib qui faisait de l'authentification entre Remix et Supabase. Et donc Supabase, c'est une alternative open source à Firebase, du coup, une base de données Postgres. Et du coup, voilà, c'était ma première intervention parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas et du coup, ben, je l'ai corrigé. Et ouais, le mainteneur de ce projet, du coup, m'a guidé sur cette démarche. J'avais jamais fait de PR public, j'avais peur qu'on voit mon code, qu'on me juge. Et du coup, m'a aidé dans ce processus, m'a aidé à avoir confiance là-dessus. Donc du coup, ça s'est passé comment? C'est-à-dire que tu as vu qu'il y avait un problème, tu as soumis une PR, donc il y avait peut-être un espace pour pouvoir faire cette soumission. Et une fois que tu l'as faite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 25 000 développeurs qui te sont dit mais qu'est-ce que tu fais? Non, c'était plus confidentiel. Déjà, c'est principalement sur GitHub. C'était un petit repo. Il y avait, je sais pas, 200 stars. C'était pas le truc le plus utilisé au monde non plus. Donc du coup, non, pas de pression là-dessus. Ça a commencé comment? Mais cette personne, je crois qu'elle était disponible aussi sur Twitter à l'époque. Donc du coup, j'avais fait ma PR. J'avais essayé de comprendre et je lui avais écrit en lui expliquant en fait salut, je débute sur l'open source, j'essayais de faire ça, je sais pas ce que t'en penses, et on s'est mis à discuter là-dessus et il m'a expliqué, il m'a transmis en fait un peu comme un maître Jedi, un padawan, il m'a transmis un peu ben voilà, quand tu fais une PR, essaye de bien décrire, le code te prend pas trop la tête non plus, essaye de faire simple, faut que ce soit lisible par les autres, etc. Et puis voilà comment je le compile, voilà comment je le teste, c'est quoi des actions sur GitHub, donc la CI/CD, la pipeline. Il m'a tout montré et ça a commencé comme ça. Faut noter aussi que le gars parle anglais, hein, donc c'était un néerlandais là pour le coup, ce gars. Donc on parle aussi en anglais. Donc moi ça a été un peu à l'époque il n'y avait pas d'IA pour t'aider à traduire. Là c'était à la Google Trad. C'était assez hasardeux, mais ça s'est fait comme ça. Ouais. Moi j'aime bien DeepL. Ça marche très bien ça. Et du coup toi tu dis un prérequis pour contribuer dans des projets open source, faut parler anglais. C'est mieux, même si on remarque. Il y a des Français
même en contribuant sur l'open source, ils écrivent en français. Mais non. Et Ok. on est un petit peu connu pour ça. Là. Le français restera français quoi qu'il arrive. Du coup, ça me fait rire. Ça me fait rire parfois. Parfois, ça passe pas. Sur des Discord, on te rappelle merci d'utiliser l'anglais et de pas utiliser le français. Mais c'est assez rigolo. Donc ouais, c'est un prérequis. Alors aujourd'hui, avec les chats Tous les GPT outils, oui. et autres, franchement, je crois qu'il y a plus de barrières. Il y a plus de barrières pour écrire ou lire. De toute C'est pas façon, une- dans l'informatique, t'es obligé quand même de comprendre et de parler un minimum anglais, quand même. Ouais. Hmm. Aujourd'hui, c'est facile. Oui, oui, en plus. Ok, top. Et du coup, est-ce qu'il y a des domaines ou des types de projets open source qui t'intéressent particulièrement? Ouais, un en particulier où je passe beaucoup de temps dessus. Ça s'appelle Drizzle ORM. Donc oui, c'est un ORM en TypeScript. Je passe énormément de temps dessus parce que je suis tombé dedans en fait, hyper fan. Donc ça c'est pour la partie back-end, hein, pour faire du SQL. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment pas mal de pouvoir faire quasiment du SQL en TypeScript. Ils ont développé des API qui restent extrêmement proches du SQL, tout en étant un peu plus simple à utiliser, vu que c'est full typé en TypeScript. Et c'est vraiment open source, Ok. comparé à un concurrent bien connu qui commence par un P, Prisma. Ok. Et qui lui alors j'étais assez surpris de voir que des dirigeants ou des personnes assez haut placées dans ce soft dans ce framework sont françaises. Ok. C'est backé par des VC, donc l'argent magique des investisseurs. On utilise beaucoup ça quand on fait des projets Node, etc. Pas forcément des projets open source, mais beaucoup de personnes utilisent cet ORM. J'ai jamais vraiment apprécié. Ok. Et du coup, quand je suis tombé sur Drizzle, ça a été un coup de foudre. D'autant plus que c'est un projet, c'est un miracle hein, s'il arrive encore à vivre aujourd'hui. Alors sans faire de politique, c'est un projet ukrainien. Et du coup, c'est assez compliqué pour eux. Ils ont déjà fait des live streams pour montrer leurs conditions de vie. Alors, faut savoir que le gars qui a créé ça à la base, donc, ils ont 20 ans. Ils sont assez jeunes. Ah oui. À la base, il était en Suède, je crois, avant que toute la guerre commence. Il a décidé de rentrer pour être auprès de sa famille. Donc lui, il habite assez près d'un front. Je sais pas trop où. Je crois que c'est un peu au sud de Kiev, ou pas très loin. Et donc, eux, là, je fais une parenthèse, hein, mais eux vivent avec des batteries de voiture. C'est-à-dire, ils rechargent leur téléphone avec des batteries de voiture, les MacBook avec des batteries de voiture ou des power banks. Quand l'électricité revient, ils font vite des recharges. Parfois, ils se lèvent à 3 heures du matin pour aller dans un bunker. Ils ont fait des vidéos là-dessus, etc. C'est assez troublant. Ah oui. Oh la vache. Et à un moment, il y avait plus trop d'activité sur Drizzle, sur leur Discord et autres. Et c'était un moment un peu chaud au printemps dernier. On peut vite penser au pire dans ces cas-là. Hein. Exactement. Et sur les projets communautaires, en fait, quand tu as les leaders qui sont plus trop présents pour répondre aux questions sur les Discord et tout de suite on te demande est-ce que le projet est mort. Et là, je sais pas ce qui m'a poussé. Je me suis mis à fond sur le Discord. Je crois que j'ai fait plus de 1000 messages à répondre à tout le monde qui avait besoin d'aide sur ce projet, etc. À essayer de tenir la chandelle. Et à partir de ça, là, à partir de ce moment-là, au mois d'avril dernier, il y a quelque chose qui a changé à la fois en moi et dans ce projet où je m'y suis intégré, alors peut-être de force, d'avoir été là et d'avoir un peu tenu la baraque pendant qu'ils avaient des choses à faire. Mais on a développé une relation avec les mainteneurs. Du coup, on s'est mis à beaucoup discuter en privé. Et
Je me suis mis de plus en plus à leur parler comme si c'était des collègues, en Des leur collègues. disant ça c'est un peu, on pourrait faire un peu mieux cette partie-là, ce point de doc on comprend mal. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que là, tu as commencé en fait avec ce projet-là et qui commençait à prendre de l'ampleur parce que tu disais que tu as commencé à répondre à 1000 messages. Je sais pas en combien de temps que c'était, en combien de jours tu as fait ça, mais ça devait être en très peu de jours, j'ai l'impression. Et du coup, comment t'arrives à gérer ton temps? Parce que ça, c'est pas un travail qui est rémunéré. Comment t'arrives à gérer ton temps entre les projets rémunérés et du coup ce projet passion? Bah là j'ai vrillé. Alors, honnêtement, je vais être honnête, je passais toute ma journée sur le Discord à répondre, à écrire, Du coup, zéro projet rémunéré, 100% projet open source, non ouais, rémunéré. Ok, oh la vache. ouais. Il y en a qui font des dons d'argent, de matériel. Et là, je parle pas forcément de leur situation précise, hein. Je parle au global. Moi, ça a été un don de temps. D'accord, Euh, t'as donné ta personne. ouais, C'est peut-être pas une chose qu'il faudrait peut-être à reproduire, mais c'est au moins c'est bien que tu donnes ton témoignage. Ton témoignage. c'est franchement, j'aurais jamais pensé que j'aurais pris part à une cause. En général, je reste assez éloigné de tout. Ça fait le gars qui se met loin, mais si on commence à s'intéresser à tout, on peut vite devenir anxieux. Exact, exactement. Mais là, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je m'ennuyais certainement hein, dans mon travail. J'avais peut-être un petit creux de mission et ou autre. Et ouais, je me suis lancé à corps perdu dedans. Ma femme était pas trop contente. C'était du lundi au dimanche, hein, non-stop, Oh la dès le vache. réveil, avec Ah le oui, café, tout le temps, à d'accord. répondre aux gens, à leur faire des exemples, à essayer ouais, de tenir le truc. Mais sachant que c'est des projets internationaux, donc du coup, c'est le timesheet, il devait être de minuit à minuit, quoi. Ouais, j'ai mis dans ma bio ma time zone. Parce Ok. qu'en fait, des gens écrivaient soit en MP, soit me taguaient, etc. Et donc, en fait, comme je voulais absolument répondre à tout le monde, ou quand on me pose une question, j'ai vraiment envie de répondre. Ok. J'ai essayé d'expliquer. Et excuse-moi si je réponds pas tout de suite, c'est que potentiellement je dois dormir là, vu ma time zone. Et ouais, c'est mon côté. J'ai du mal à, tu vois, ignorer quand quelqu'un va me pinguer, etc. C'est un gros défaut ça. Donc là, toi, financièrement, t'étais pas en danger, du coup, quand t'es passé de full projet, du projet rémunéré à du projet open source où tu t'es dédié corps et âme, il n'y a pas eu de problématique. J'avais des petites réserves, Ok, d'accord. des petites réserves que j'ai cramées. Honnêtement, Oui. j'ai vécu cette petite épargne. Euh, ouais, ouais, non, clairement. Et, et, et tu connaissais la stratégie que tu voulais avoir en contribuant à des projets open source. T'avais un peu une vision pour te dire, ok, là, je fais des projets non, j'ai un projet rémunéré où je me suis fait une réserve. Là, je vais sur un projet non rémunéré. Pourquoi je fais ça et pourquoi je vais à fond là-dessus, quoi. c'est une bonne question. Pourquoi? Je sais pas, j'ai senti que là, pour le coup, fallait le faire. À ce moment-là, là, de s'investir dedans, je sentis que, en fait, je m'en serais peut-être voulu si je m'étais pas investi dans ce projet et qu'il Ok. était mort parce que les gens ne voyant plus d'activité officielle, lâchent le truc. Et je trouve que enfin, c'est un beau projet techniquement. Ok. Et du coup, je me serais dit, moi, je l'utilise hein, pour mes projets clients, pour mes projets perso. Et en fait, je me serais dit, enfin, qu'est-ce que je me serais dit? Ok, le truc est mort, j'étais là, j'aurais pu, j'ai rien fait. C'est bête. Donc, je me suis mis dedans. Et j'avais un double objectif aussi derrière, c'est que j'ai toujours été intéressé par la position de dev advocate ou advocate, donc ou évangéliste. C'est un truc très américain où tu es là sur les réseaux pour parler, montrer, faire des tutos, aider les développeurs prendre leurs besoins et le remonter aux équipes. Et je suis petit à petit en fait le meilleur moyen vu que c'est un projet open source et qu'il n'y a pas d'argent magique derrière de financement et tout, eh bien
je pouvais pas attendre qu'on me recrute ou qu'on me propose ce truc. Donc je me suis dit, vas-y, tu vas t'imposer, advocate, tu vas évangéliser sur cette techno en l'expliquant aux gens, en tweetant là-dessus, en essayant de prendre le pouls de la communauté. Qu'est-ce que vous voulez voir? Vous avez des problèmes? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse remonter en prio? Et donc, après, je suis devenu officiellement advocate. Mais du coup, je vois, je me dis, t'es avocate, t'es tout seul, hein, on est d'accord? Il y a d'autres personnes Ok, dans l'équipe, d'autres développeurs qui sont pas de la core team, d'accord. américains. Il y a aussi un jeune de 19 ans qui, lui, fait des fixes de bugs énormément. Enfin, il fait énormément de PR. Chapeau à lui. Ok. Et moi, je suis plus sur le côté blabla sur les réseaux Évangéliste. et sur des features. Enfin, j'ai été amené à développer des features, notamment les row level security. Donc, c'est quelque chose qui est très Postgres. C'est quelque chose que tout le monde connaît quand on utilise Supabase. Donc, comme je connaissais très bien Supabase, autre projet open source, je développais pas mal de choses autour de Supabase et Remix, et donc je me suis dit, je vais faire comme en entreprise, là c'est la conception technique. Ah oui. J'ai fait la conception technique d'un truc que je maîtrisais pas totalement, hein, le SQL, surtout les arcanes de Postgres. Ça m'a poussé à me dire, vas-y, va dedans, comprends comment ça marche, parce que si tu veux cette feature-là, va falloir mouiller le maillot. Oui. Et beaucoup de gens étaient intéressés. Ça a été un gros fil. Ça a duré presque un an. Entre le moment où on a commencé à designer la feature, les API, etc., et le moment où elle est sortie il y a 2 semaines. Trop bien. Ça, Félicitations. un an, merci. Mais du coup, ça s'est passé comment? C'est-à-dire que tu as fait la conception technique en collaboration avec la core team. Et après, vous échangiez, et surtout, vous étiez sur Discord et vous parliez de ce qu'il y a sur Supabase et essayez de le faire un peu sur Drizzle, non? Il y a eu comment ça s'est passé tout ça? Exactement. Tout s'est passé sur Discord. Donc l'APR, elle a été donc ça vient d'un ticket à la base de un utilisateur qui aurait souhaité que on puisse manager les policies directement depuis Drizzle quand on définit son schéma. Donc le schéma, c'est à quoi ressemble ta base de données. Donc ça, on l'écrit en TypeScript avec l'API de Drizzle justement, le SDK. Enfin l'ORM pardon, et donc des gens ils ont totalement raison. Du coup, il y a eu une personne qui a mis un message. Après, il y a quoi? Il y a eu des stars dessus. Ils disent oui, ouais, on veut c'est cette ça. feature. C'est un ticket GitHub. Du coup, il y a un autre développeur qui fait partie de. Donc aujourd'hui, on a un channel privé qui s'appelle les advocates. Donc ça réunit tous ceux qui se sont impliqués dans Drizzle. Il y a quelqu'un qui a commencé la feature. Cette personne n'était pas développeur à la base. Ça aussi, c'est une side story. Il n'était pas développeur. On a beaucoup discuté tous les deux en privé. Il voulait absolument travailler sur cette feature. Je lui avais monté un projet de démo avec Supabase pour lui montrer comment ça marche. Et il s'est mis à coder ça depuis il est devenu développeur. C'est quand même à noter. Hein. Mais du coup, c'est toi qui l'as onboardé et qui lui a fait, qui lui a expliqué comment développer, non? Alors, j'aurais pas cette prétention-là. Au moment où il m'a dit j'aimerais bien être développeur, moi je lui ai répondu comme à tout le monde, mais si t'as envie, deviens développeur. Et il me disait oui mais c'est compliqué, je commence par quelque chose, te mets pas, oui c'est compliqué, mais commence par quelque chose, si t'as vraiment envie, fais. Il me disait mais j'ai pas de diplôme, mais écoute t'as pas de diplôme, écoute code. Commence par développer, puis après, si t'aimes ça, Si t'aimes ça, c'est vas-y. nécessaire, exactement. Et voilà, donc ça c'était la side story. Mais du coup, oui, effectivement, on a discuté de ça avec les core mainteneurs. Tout a été fait publiquement sur GitHub pour bien. que les gens puissent dire oui, ça ce serait bien comme API, etc. Il y a eu plusieurs réécritures. Et ensuite, on a des channels privés. En général, avec moi, ce que j'appelle les grands acteurs de l'open source, c'est on a un accès direct avec la core team de Supabase, ça peut être la core team d'autres projets, je pense notamment à Electric SQL, qui développe un truc qui s'appelle PGLite. Donc c'est PostgreSQL qui peut fonctionner dans ton navigateur. Trop bien. Donc c'est quelque chose qu'on utilise sur mon projet phare qui s'appelle Drizzle Run, donc qui permet d'exécuter n'importe quel type de
code Drizzle, des playgrounds dans ton navigateur, donc en PostgreSQL ou en SQLite. Donc ça, c'est un truc que j'ai développé. Je crois que c'est le logiciel le soft le plus compliqué que j'ai développé de ma vie. C'est bon, ça. Techniquement, c'est très très compliqué d'exécuter du code et une base de données uniquement dans ton En navigateur. navigateur, je trouve que ouais. Donc ils ont fait Incroyable. un super travail et donc on a accès, ça m'a débloqué des accès avec des gens dont avec qui j'aurais pas pu discuter forcément comme ça sur X ou autre. Je pense notamment à StackBlitz, donc qui est pareil un environnement de playground multicode qu'on utilise en général pour faire des reproductions de bugs et autres sur GitHub ou pour coder comme ça dans son navigateur. Trop bien. Donc accès à des gens que moi j'estime beaucoup, qui sont pour moi les 10 étoiles du monde du dev, et pouvoir discuter avec eux en privé, d'avoir un accès comme ça m'a été ouvert par Drizzle du coup. Donc c'est pas quelque chose que tu cherchais au début, mais c'est ce que avec ta motivation et ce que tu as contribué aussi, les features que tu as créées, ça te permet d'avoir une communauté un peu plus large et d'avoir accès à des personnes dont jamais t'aurais espéré, quoi. Exactement. À la base, j'étais pas parti pour ça. C'est vrai, j'aime bien être dans l'ombre. Dans la cave. Ouais, c'est ça. Après, quand t'es dans la lumière, entre guillemets, je veux dire, dans la lumière, c'est quand tu t'exposes beaucoup, en tweetant ou en faisant des blogs. Faut beaucoup de courage déjà pour bloguer, tu te fais critiquer. Donc faut pouvoir arriver à encaisser les critiques. Alors je touche du bois. Moi les critiques ça me fait toujours sourire. Je rage derrière mon clavier. Je voudrais les insulter en retour. Je voudrais m'énerver, etc. Mais ça finit toujours sur du trait de l'humour. Ouais, pour tu vois rester alors ça fait le gars, ça peut faire le gars qui a pas de courage, mais je trouve qu'envenimer le truc là, ça servira à rien. Donc faut prendre avec du recul et il faut faire avancer le débat, quoi. C'est ça. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de guéguerres entre développeurs et techno, de ça c'est mieux, toi t'es plus lent, machin. Donc moi quand on vient avec ces sujets, j'essaye toujours, tu vois, d'être factuel. Ouais. Et d'admettre que l'écurie que je défends parfois a beaucoup, on va être honnête, elle a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de trucs, de soucis, 1, 2, 3, je me comprends, il y a des choses qui vont pas et on les admet et on essaie de les corriger, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. D'accord. Quand tu dis que tu interagis avec la communauté, ça correspond à combien de messages? Tu reçois combien de messages sur X et combien de temps vraiment t'alloues, je parle actuellement, de ton temps sur le projet sur Drizzle? En général, ce que je fais, c'est que quand on voit qu'il y a des utilisateurs sur Discord qui ont souvent le même problème ou qui postent des messages avec un problème assez intéressant. Alors, quand on dit un problème, c'est souvent des demandes d'aide sur l'utilisation et en général, c'est souvent comment je peux faire ça en SQL. C'est globalement ça. Vu que Drizzle est un mapper TypeScript SQL, en général, les questions des gens, c'est je développe tel projet, voici ma table utilisateur, ma table post, etc. Comment je peux faire pour avoir la liste classée par truc bidule? Et donc, quand on les aide, et c'est pour ça que j'ai créé Drizzle Run, du coup, comme ça, nous, on code, où eux nous partagent un début de playground avec leur base de données, etc. Et nous, comme ça, en live, on peut corriger le code. Et comme ça, tout le monde peut, du coup, avoir ça à dispo. Le mettre dans ses snippets, etc. Et du coup, en général, quand il y a des sujets intéressants comme ça, je les prends et j'en fais un petit post. À force, j'étais pas habitué à publier, etc. Et être un influenceur? Ouais, je peux pas m'appeler influenceur. Honnêtement, ce serait too much là. Non, mais du coup, je me suis trouvé un petit truc qui a l'air de bien marcher au vu des likes et de l'audience que ça a fait. C'est un peu un given when then.
Tu vois, quand on fait du Cucumber ou autre. C'est que je pars mon début de poste, c'est you want, etc. Donc tu veux faire ça, mais t'as aussi ça. Alors voilà comment tu peux faire. Un cas concret. D'accord. Et en fait, je me suis aperçu, et c'est des gens qui m'ont dit ça aussi en privé ou par commentaire, que tu prends une situation bien précise, tu leur dis voilà comment le faire, et en fait ils adorent. Parce que ça répond à une question qu'ils avaient, ou ils se projettent dans le besoin. Ah ouais, si j'ai besoin de faire ça, ok, je garde en signé pour plus tard. Et voilà, c'est très court. En général, c'est les posts les plus courts et qui vont te parler d'un tout petit truc qui marche le mieux. Ah, oui. Tu peux tu peux faire un post de 15 km, faire une vidéo, un truc méga complexe, t'es super content. En fait, l'algo, en tout cas, s'en fout. Après, peut-être que les gens passent moins de temps parce que c'est trop long et du coup, faut le lire, voilà. C'est probable, ouais. Alors que si tu fais une petite phrase, quelque chose assez court, bah ça fait réfléchir les gens. Les gens ont peut-être des idées peut-être un peu différentes et ils commencent à interagir et là, ça part dans tous les sens. C'est probable, ouais. Ok. Et très bien. Et du coup, ça veut dire que si les personnes ont besoin de nouvelles fonctionnalités, il faut qu'ils aillent sur le Discord. Et sur X, c'est uniquement des interactions ou des personnes qui commentent et disent si ça fonctionne, si ça marche, si cette fonctionnalité marche ou pas. Ouais, X. Alors en tout cas chez Drizzle, c'est peut-être un truc qui plaît pas pour les comme on dit, your American mind cannot comprehender. Là, c'est ton esprit américain peut pas comprendre ça. Drizzle, en fait, ne se prend pas au sérieux sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le compte officiel publie énormément de mèmes, donc des petites images humoristiques, ou va à une tendance au troll. D'accord. Alors moi, je sais pas qui c'est qui est derrière ce compte dans l'équipe. Je sais pas. J'essaye toujours de trouver, mais tu vois, il y a des gens, ils vont me poser une question sur X, j'arrive pas à faire ça, etc. Et le compte officiel va arriver en mode moi non plus, tu vois. Enfin, il va pas du tout aider. Et comme je les traque, je traque le compte officiel pour voir qu'est-ce qu'il raconte. Du coup, je viens essayer de rattraper le truc. Ah, ça c'est c'est un peu, je sais pas, je trouve ça bizarre. Et quand tu vas sur le site Drizzle, tu vois la hater zone. Ça cote que des tweets qui disent c'est de la merde, c'est trop nul. C'est un humour. Moi, j'y suis sensible, je le comprends. Après, dans une stratégie publique, il y a des gens, ils comprennent pas. Ça passe pas. Ouais, quand ils disent de qu'à demander à ta mère, ah oui, ça passe pas. Dur. Ça passe pas. Ouais. Les Américains ont pas beaucoup d'humour quand même. D'accord. Ah oui, c'est des trolls en puissance. Ouais, c'est vrai. Ok. Après, ça peut aussi générer de l'interaction et ça peut être partagé par d'autres personnes. Regarder ce qu'il a dit, etc. Et ça peut demander de l'intérêt. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Trop bien. Du coup, là, on a parlé beaucoup sur la partie open source et les interactions, comment tu gères ça, etc. Donc, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant parce que c'est vraiment quelque chose où je connais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et moi, ce qui m'a aussi, la question auquel je pense, c'est la partie rémunération et modèle économique. Donc là, on a vu que t'étais sur un projet rémunéré, après t'es basculé sur l'open source. Est-ce que toi tu peux expliquer comment la rémunération fonctionne? Parce que je sais qu'il y a de l'argent qui transite sur les projets open source. Et toi, voilà, qu'est-ce que t'en penses et comment ça marche? Ouais. Alors moi, sur mes projets open source, j'ai mis le petit bouton sponsor. Tu peux faire ça sur GitHub. Du coup, ce bouton, je crois que personne ne le voit. Ah mince. Non, en tout cas, à mon échelle, je participe à l'open source, mais j'ai pas créé un truc open source qui révolutionne le monde non plus. Donc, je n'ai pas de sponsor à droite à gauche, honnêtement. Okay. Et vu ce que donc non, j'ai pas de sponsor individuel. Cependant, si on prend le cas d'un soft comme Drizzle, ils ont pas mal de sponsors. Ils ont des sponsors ou des contrats avec d'autres entreprises parce qu'ils développent leur partie visualisation de base de données. Donc par rapport à leur truc qui s'appelle Drizzle Studio, là c'est pour
C'est pour voir ta base de données, quoi, les colonnes, les lignes classiques, filtrées, etc. Donc ça, c'est intégré dans d'autres plus grosses startups, notamment Neon Database. Et ils ont des collabs avec les providers, donc Supabase, Turso, voilà, tout un tas de trucs comme ça. Donc eux, ils le financent, en fait. C'est un peu la chaîne alimentaire, hein. Le gros poisson mange le petit. Bon, bah là, le gros finance le petit. Donc ils ont un peu d'argent. Ils ont aussi, donc comme ils sont en Ukraine, il y a un marché de l'emploi qui est beaucoup, enfin ça coûte moins cher, beaucoup moins cher. Ils ont, je crois, une quinzaine de développeurs dans une société de services qui leur permet de faire des produits. Leur credo, c'est des produits à 1 euro par mois. Donc il y a un outil d'analytique, là, c'est 1 euro par mois. Du coup, ils essayent de s'autofinancer avec des petits projets. Pour des clients privés, ce qui parfois peut retarder du coup leur travail sur le projet officiel. Donc là, il y a une personne qui bosse à temps plein, et donc ils sont en capacité de financer, enfin de sponsoriser d'autres personnes. Et depuis 3 mois, ils me sponsorisent. Notamment par rapport au projet que j'ai fait, donc du coup Drizzle Run, qui m'a pris quand même énormément de temps et qui apporte quand même quelque chose d'unique par rapport aux éventuels concurrents de Drizzle. Donc ils m'ont sponsorisé. C'est $500 par mois. Voilà, pas mal. J'ai pas de problème avec les chiffres. $500 par mois, donc on passe par une plateforme qui s'appelle Payoneer. Donc je connaissais pas. Au début, ça m'a fait un peu peur. C'est espèce de plateforme d'échange, internationaux là. Donc en gros, j'ai un compte en banque maintenant, je sais plus, à New York, un truc dans une boîte postale. Oui. J'ai un compte en dollars. Voilà, et je reçois de l'argent dessus. Après, je suis pas calé comptabilité, mais je crois qu'en France, quand tu reçois de l'argent, sponsors ils connaissent pas, donc du coup, je dois déclarer ça. Bah ouais, je déclare ça comme un revenu étranger, quoi. Comme une presta, en même temps, personne me demande rien, il n'y a pas de contrat. En fait, c'est vraiment du sponsoring de la part de Drizzle. Donc du coup, bah, je mets une facture dans le vide. Et du coup, je vais pas te mentir que ça me fait un peu chier d'être taxé sur ça, étant donné que ça n'émane clairement pas d'un contrat. Donc peut-être je loupe un truc. J'ai demandé à des potes, demandé à des comptables. J'ose pas demander à l'URSSAF, c'est à chaque fois qu'on leur écrit de toute façon, malheureusement la réponse est à côté de la plaque, où ils comprennent pas de quoi tu parles. Donc, je le déclare. Peut-être que je suis en train de perdre, je sais pas combien de pourcents. Ça, c'est un peu dommage. Moi, c'est déclaré. Mais voilà, on me paye. On me sponsorise avec aucune contrainte. On m'a pas dit en te donnant cet argent, tu devras faire ça. Ils m'ont juste dit, fais comme tu veux. Continue comme aujourd'hui. J'ai eu un peu de mal quand même à accepter au début, parce que sachant d'où ils viennent, du coup, je me disais, bah moi, ouais, c'est 500 €, c'est une journée de travail. Je pourrais, enfin, avec le freelancing, je pourrais. J'ai fini par accepter, juste 1, 2, 3. Parce qu'en fait, j'ai plus d'argent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, j'ai accepté parce que c'était quand même assez important pour eux. De faire ça. En fait, ils m'ont écrit à un moment, notamment le leader de ça, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Alors, au début, je me suis dit, je comprends pas, mince, pourquoi j'ai fait un truc mal. Et en fait, lui est extrêmement touché que des gens soient prêts à les aider et à faire du travail comme ça, spontanément. Mais c'est un peu l'essence même de l'open source. Ouais, mais eux sont touchés. Ok, trop bien. Vraiment, enfin là c'est vraiment sincère. On parle de discussion en off, on parle pas d'un truc public où il y aurait je veux montrer mon image. Non, ils sont touchés. Voilà, après ils sont jeunes, ils s'attendaient pas à ça, ils sont aussi étranges que ça puisse paraître, ils sont pas forcément développeurs de base. Là, il a passé un diplôme, maintenant il est ingénieur dans le bâtiment civil. D'accord. Mais il sait coder aussi. Multicasquette. Ouais,
En général, les gens en Ukraine, les développeurs, sortent toujours des produits de ouf. On pense notamment, il y avait, c'était JetBrains, c'est à la fois, je crois, Oui. ukrainien, République tchèque, tout ça, Exact. des antivirus, des machins, et des pirates. Exact. Des pirates. Trop bien. Donc là, ok, on connaît un peu le modèle économique de le projet, le produit que tu contribues, pardon. Et toi, que penses-tu d'Open Source Pledge? Du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent. Donc, c'est une charte qui est signée par des entreprises. Et ce qu'ils demandent, c'est à peu près, je crois, $2000 par mois par utilisateur pour pouvoir financer en fait des projets, pardon, open source. Ouais, je trouve cette initiative, je la connaissais pas, ou alors j'ai dû la voir, mais sans retenir ce que c'était. Du coup, merci de d'en parler. Parce qu'en fait, c'est un réel problème sur l'open source. Alors moi, forcément, je me sens pas concerné étant donné que j'ai une autre activité ou je peux avoir une autre activité, mais il y en a. Il y a des libs open source, des projets open source, ils sont tellement gros que ça nécessite en fait du full time des personnes qui l'ont créé, des mainteneurs. Et on on le soupçonne pas, mais il y a énormément de choses qu'on utilise tous les jours ou que des logiciels qu'on utilisent tous les jours qui tiennent qu'à une seule personne. En fait, demain la personne elle meurt, ben ce truc-là, si personne le reprend, c'est fini quoi. Il y a déjà eu des précédents, hein, alors pas de personnes qui meurent, mais de packages qui disparaissent, comme un truc de padding left là, ou je sais plus quoi. Oui. Je sais plus ce que c'était. Ouais, pardon, allez hop, couper. Ouais, moi je trouve ça, le financement, il y en a beaucoup qui se servent dans des grands groupes. Je parle pas à l'échelle individuelle, mais dans des entreprises. Des entreprises, elles se servent et il n'y a pas de retour. Le minimum de retour, ce serait de la contribution. Alors, suivant ce qu'elle fait en plus avec ce code, si elle le change, etc., normalement, elle est tenue à partager ses changements. Je sais pas si vraiment beaucoup le font. D'ailleurs, je sais même pas si beaucoup d'entreprises vont aller modifier le code. En général, les développeurs d'une équipe, elles vont prendre un package et puis c'est cool, ça répond à un besoin. Et s'il y a un bug, il va se passer deux choses. Soit ton boss au-dessus de toi va te dire c'est buggé, c'est pourri, et du coup tu vas avoir l'échelle de l'énervement qui redescend, c'est-à-dire ça retombe sur toi le dev, tu vas aller gueuler sur le GitHub du mec, et au mieux fais une pull request pour corriger ce bug, on y revient. Et donc là on pourrait dire qu'indirectement l'entreprise elle participe au développement du produit en laissant le développeur contribuer. Ça ce serait déjà bien. Et sinon, ce qui se fait beaucoup chez des projets assez importants, c'est comme une espèce de bounty. C'est-à-dire, cette feature ou ce bug, vous voulez vraiment qu'il soit corrigé, il est vital pour votre prod. Ok, payez-moi, et là, ok, je le fais. Et donc le maintenant se transforme en fait en freelance sur son propre truc au final, parce que il va demander à être c'est un pay to win quoi, tu vois. Oui. Et ils ont raison. Je pense, et ils ont raison, parce que du coup, si toi entreprise, t'as besoin d'un truc, tu dépends de ce mec, tu lui as jamais donné 1 euro, et en échange, toi, tu fais des millions avec, avec, alors peut-être pas forcément que ce qu'il a fait lui, mais en partie. La moindre des choses, si tu veux te plaindre ou avoir un fixe et que t'es pas capable de le faire toi-même, rémunère-le. Parce que derrière, c'est un mec qui a passé le samedi dimanche au lieu d'être avec ses enfants, par exemple. Exactement. Ou son animal de compagnie, ou n'importe quoi, ou sa femme. Exactement. N'importe qui, en fait, lui, il a passé son temps à faire un truc que toi tu utilises et ouais. Donc avant d'aller venir le critiquer, regarde, projette-toi. Carrément. Donc ouais, ça c'est très important, Open Source Pledge et d'autres initiatives, parce qu'en fait, tirer sur la corde comme ça durera pas éternellement. Il y a des développeurs qui fissurent, parce que c'est très prenant l'open source. Et il y en a, ils pètent des câbles, ils font des burn-out ou ils meurent d'épuisement. Ouais, ça c'est déjà arrivé, des gens qui sont qui sont morts jeunes, sur mon âge. Alors peut-être d'autres choses.
C'est peut-être pas 100% l'open source, mais ouais, il y a une fatigue. Effectivement, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux parce que j'ai vu une vidéo YouTube notamment, c'est What Everyone Missed About the Linux Hack. Et là, en fait, bon, je mettrai le lien de la vidéo en description. Mais voilà, ça parle d'une personne qui a fait un burn-out. Moi, du coup, c'était quelqu'un qui travaillait qui était mainteneur de la libc. Et voilà, je pense qu'il y a des dérives quand même sur l'open source. C'est toujours, voilà, c'est quelque chose qui arrive avec passion, mais qui peut avoir énormément de dérives et là où il faut faire attention. Donc, je sais pas s'il y a des moyens de s'en prémunir ou de l'aide là-dessus. Ouais. Alors pour prévenir, comme il y a déjà eu des cas de gens qui d'un coup pètent des câbles, suppriment tout le code sur GitHub, enlèvent tout le code sur NPM. Alors je parle principalement là du monde Node. Maintenant il y a des mesures Okay. sur NPM et GitHub, donc comme ça appartient maintenant tout à Microsoft. Je crois qu'il y a sur les libres assez sensibles, il y a des protections pour éviter aux mainteneurs en fait de tout dégommer. Ce qui a suscité aussi des polémiques parce que si c'est ton code, ton projet, à quel moment Microsoft, là pour le coup, Oui. va décider si oui ou non tu as le droit de retirer ton code. Je crois qu'il y a récemment, il y a eu un gars, il en avait marre de voir que Google utilisait son truc, il a voulu supprimer le code et mettre juste un truc, genre un message payez-moi ou autre. Ouais, je fabule peut-être sur cette partie-là, mais il y avait un truc comme ça et ça n'a pas été possible en fait. Il n'a pas pu supprimer, être maître de son code. C'est comme s'il prenait en otage les gens, quoi. Il fait quelque chose, il fait un travail peut-être extraordinaire, et à la fin il dit bon, tout le monde l'utilise, allez hop, soit on me paye, soit je supprime. Ouais, mais ça peut se comprendre. Ça se comprend, ouais. Ça peut, en fait, quand tu vois que, je sais pas ses conditions financières, mais imagine, il est dans la galère, Oui, c'est et vrai. que derrière, t'as une des boîtes les plus riches du monde qui ne donne même pas un copec d'un truc qu'il utilise. Je peux comprendre l'agacement. Après, il y a ça. Et il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, le décès en fait. Drizzle, là, sont en train de réfléchir à, je crois qu'il y a un système comme ça sur GitHub, comment dire, de leg. Si je meurs, alors les droits sur les repos vont à telle personne. D'accord, un Donc, testament numérique. ouais, parce que comme ils sont en pays en guerre, ils Ah y oui. pensent. Voilà. Et même si quasi tout est open source, il y a d'autres briques qui sont pas open source et le code est pas dispo sur des produits qu'ils vendent. Ils sont en train de réfléchir, à dresser une liste de personnes de confiance qui recevront les droits si jamais il leur arrivait quelque chose. D'accord. Et dans le futur, c'est quelque chose auquel il faudra penser parce que nous, on est la génération où ça vient de commencer. Ça vient de commencer, ouais, exact. Mais demain, dans 50 ans, exact. Qui va continuer tout ça. nos repos là? Exact. Ouais, non, c'est vrai que c'est une vraie question. Après, soit en fait tu réfléchis au modèle économique dès le début, ou sinon tu commences à monétiser. Je pense pas que les gens qui font de l'open source le font pour l'argent. Et peut-être ils devraient peut-être commencer à ça. Et je trouve que le bug bounty, tu vois, c'est quand même une bonne chose. Ou si tu veux une feature et si tu es une grande entreprise ou une petite ou une moyenne ou n'importe qui, pourquoi pas la financer? Je trouve ça assez smart parce que déjà ton projet, tu sais pas si il va avoir de l'ampleur. Et voilà, ce genre de choses. Trop bien. Et toi, pour l'avenir, comment tu vois l'évolution de l'open source, surtout l'aspect rémunération? Alors, pour l'avenir, moi je crois en l'open source, forcément. On voit beaucoup d'entreprises qui open source leur code. Je peux prendre l'exemple de cal.com par exemple, où leur code, donc c'est une SaaS, le code est open source. Donc techniquement, en fait, tu peux. Alors ce qui est bien, c'est que tu peux le lancer chez toi en interne. Ça peut être pas mal pour certaines entreprises. Et en plus de ça, ils ont une offre SaaS. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose qui montre que il peut y avoir du financement. Tu peux faire une SaaS, un produit, un service, mais toujours continuer d'open sourcer ton code. Et du coup, tu obtiens des contributions. Donc ça améliore en fait ton produit et tu gagnes toujours ta vie. Et dans le futur,
Vas-y, reprécise ta question. En fait, moi, c'était plutôt comment À titre personnel ou... un peu plus large. Est-ce que l'open source, ça va continuer à exister? Est-ce qu'il y a des gens motivés ou passionnés qui vont Ok. continuer à travailler là-dessus sans être rémunérés? Ouais, je pense. Parce Ok. qu'à chaque fois, il y a toujours une relève Ok. de jeunes. Et j'ai presque envie de dire c'est essentiel. Oui. L'open source. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de... En fait, tu vois, quand on utilise des softs, on se dit est-ce qu'ils m'espionnent ou pas? Bon, ben Firefox, tu peux aller vérifier. Oui, effectivement. Chrome, Oui. Chromium, tu peux aller vérifier. Mm. Chrome tout court, la petite brique invérifiable, bah tu peux pas le vérifier. Mm. Et on voit que l'open source a un avenir, même .NET. Microsoft en a fait une version open source Oui, c'est vrai. finalement. C'est vrai. Donc moi je pense que ça a un avenir et C'est une ambition. Oui, il y a plein d'ambitions derrière. ouais. Trop bien. Là, on a fait un bon petit tour. Et merci en tout cas pour toutes ces infos. Moi, c'est vraiment, voilà, je le répète, un domaine qui était vraiment assez obscur pour moi. Donc moi, je connaissais un peu l'open source. J'ai utilisé pratiquement que des projets open source. Et mais j'ai jamais eu l'idée de contribuer ou de faire des PR. J'y ai pensé, mais j'ai jamais, je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Et peut-être exactement ce que tu disais au début, c'est que tu avais peur un peu que tout le monde regarde ton code, etc. Moi, c'était ça d'une part, et de part, ouais, il y avait. Je pensais pas que ça allait être validé. Je me suis dit, je vais essayer. J'en ai soumis, mais très peu. Mais ça s'est jamais vu et ça n'a jamais été validé. Et voilà. Bah, après, j'aurais dû peut-être continuer, persévérer, envoyer des messages. Ce que je n'ai pas fait. Ma faute. Est-ce que toi, tu as un conseil pour des personnes qui sont freelance, qui voudraient s'adonner ou contribuer à des projets open source? Des conseils, c'est si vraiment il y a des projets que vous utilisez chez vos clients, des trucs que vous maîtrisez ou même pas forcément, mais en fait c'est si ça vous intéresse et que c'est juste la peur qui vous empêche de contribuer, essayez de surmonter ça. Hein, enfin, oui, on peut peut-être juger le code, mais juger dans le sens dans la PR. Un peu comme dans n'importe quelle entreprise, c'est est-ce que tu peux réécrire ça, etc., s'accorder à ce que veut le mainteneur, mais ne pas avoir peur, ne pas avoir peur. Si c'est juste la peur qu'empêche, essayer de surmonter ça, foncer, parce que franchement, après ça devient un loisir. Enfin, c'est bête, hein. Peut-être il y en a, ils codent. Si tu codes pas par passion, déjà, peut-être que t'iras pas. Oui, 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 Ou effectivement. peut-être que moi perso, si je pouvais faire que de l'open source, rémunéré, mais même moins rémunéré que ce que je suis sur du freelance, donne-moi X milliers d'euros par mois, X étant à définir, je pourrais faire de l'open source X est un nom qui tend toute vers la journée. l'infini. Ouais, non, mais après, franchement, pour la moitié de ce que je fais en freelance, je serais prêt à faire que de l'open source. D'accord. Mais pour ça, il faudrait avoir un talent particulier qui fait que plusieurs personnes te sponsorisent, ce qui est pas mon cas. Pourquoi Donc, pas? Pourquoi pas après ce podcast? ouais, non, Après cette j'ai pas émission? cette prétention-là, honnêtement. Non, non, j'ai pas cette prétention-là. Mais disons que faire de l'open source, c'est quand même aller contribuer dans une association. Ouais, si Ok, on veut faire un résumé, carrément. c'est si t'as envie d'aider, de quelconque manière que ce soit, réécrire une doc, en parler, faire des vidéos, même ça, c'est contribuer. Donc d'accord, ça veut dire que pour toi les compétences essentielles pour réussir et faire de l'open source, c'est il y a pas vraiment de compétences, c'est tu peux aussi bien être faire un peu du marketing, être poster sur des réseaux, poster des choses sur les réseaux, contribuer sur X, faire valoir en fait le projet et aussi développer. Exactement. C'est chaque petite chose peut contribuer et pour moi, ça rentre dans je fais de l'open source, je participe à l'open source. Trop bien, top. Ok, bah nickel. Bah merci en tout cas. Juste pour rassurer tout le monde qui vont écouter cet épisode, t'es aussi sur des projets qui sont rémunérés actuellement. Ouais. Non, mais pour dire que tu gagnes pas $500 par mois. Non, oui. En fait, je pourrais. Euh,
je pourrais faire 100% de mon CA cible. C'est pas les demandes qui manquent. Mais je me réserve volontairement au minimum 2 jours par semaine pour l'open source. Sachant que j'en fais aussi un peu le samedi, dimanche. Oh là là, faut pas dire. Mais je me réserve du temps, en fait. Après, au pire des cas, 1, 2, 3. Ouais, je me réserve du temps, 2 jours par semaine. Je peux retomber à 1, tu vois, si vraiment il y a un projet freelance qui nécessite 4 jours, etc. Tu vois, c'est ça la flexibilité. Okay. Mais oui, on gagne sa vie en dehors. Ok, trop bien. Ok, mais nickel. Donc t'es pas à la rue, c'est top, c'est génial. Donc si tu veux, si des gens voudraient se faire un peu mentorer sur l'open source ou savoir comment on fait les débuts, les premiers pas dans l'open source, est-ce qu'ils peuvent te contacter et si oui, dans quel biais? Ah, on peut toujours me contacter pour tout. Via LinkedIn, via X? Quoi. Pas LinkedIn. LinkedIn, ça, à chaque fois que je lis LinkedIn, j'ai envie de sauter par la fenêtre. Ok. Donc non, plutôt sur X ou Discord. Ok, je mettrai mes arrobases. Tes arrobases dans la description de cet épisode. Ça marche. Top. Un dernier mot? Ok. Ça me va. Un dernier mot? Non, bah écoutez, amusez-vous. Top. Et contribuez à des projets open source. Merci en tout cas, merci beaucoup. Et puis, pourquoi pas, à très bientôt. Et merci, ouais. À plus. Free audio post-production by alphonic.com